Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, la Guinée-Bissau fixe la date de ses élections présidentielles et législatives, un rendez-vous majeur pour la sous-région. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine défie les menaces du pouvoir. En Europe, la Grèce frappée par de violentes intempéries, 2 morts sont à déplorer. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par la Guinée-Bissau, où les autorités ont annoncé la tenue des élections présidentielles et législatives le 6 décembre 2026. Cette décision intervient sous pression régionale et internationale alors que la transition politique reste fragile. Ce calendrier électoral est suivi avec attention dans la sous-région ouest africaine. Suivons ensemble. Les autorités de transition de Guinée-Bissau ont officiellement fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielles et législatives. Cette annonce, faite par décret présidentiel le 21 janvier, intervient 2 mois après le coup d'État du 26 novembre 2025 qui avait interrompu un double scrutin pourtant jugé libre et transparent par les observateurs internationaux. Le texte signé par le président de la transition, le général Horta Ntam, se réfère à la charte politique de transition et affirme que les conditions seraient réunies pour organiser des élections crédibles sans la participation du chef de la junte. Cette décision intervient sous forte pression de la CEDEAO, qui plaide pour une transition courte, inclusive et consensuelle. Malgré l'annonce du calendrier, la situation politique reste fragile. Plusieurs opposants sont en exil ou détenus. Et la récente réforme constitutionnelle modifiant le régime parlementaire en régime présidentiel soulève des questions sur la légalité de la transition. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine poursuit son bras de fer avec le régime du président Yoweri Museveni. Malgré les menaces, il continue de s'exprimer sur les réseaux sociaux et dénonce un rétrécissement de l'espace démocratique. Une situation qui illustre les tensions politiques persistantes sur le continent. Suivons ensemble. Depuis la réélection controversée du président Yoweri Museveni, Bobi Wine vit clandestinement, protégé par des gens ordinaires qui le cachent pour lui sauver la vie, selon ses mots. Être candidat contre son père n'est pas un crime, avoue-t-il à l'AFP, en référence à Muhoozi Kainerugaba, dont les menaces de mort ont été supprimées après avoir fait scandale. Une habitude pour l'opposant. En 2021, il avait déjà subi une assignation à résidence après le scrutin et des menaces de mort. Cette fois, il dit avoir choisi la fuite pour échapper à un sort similaire. Avec 72% des voix, Museveni entame un 7e mandat sans partage. Les observateurs dénoncent un scrutin entaché d'irrégularités, mais le président balaie les critiques. Pour lui, l'opposition n'est qu'un groupe de terroristes cherchant à déstabiliser le pays. Une rhétorique qui légitime la chasse aux opposants
comme Bobi Wine, aujourd'hui introuvable. À Kampala, la vie a repris son cours. Comme après chaque élection, la répression. En Europe, la Grèce a été touchée par de violentes intempéries avec des pluies abondantes et des vents violents. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, dont un officier des gardes-côtes et une femme. Les autorités restent en alerte face à de nouvelles perturbations. Plus de détails dans cet élément. Aux États-Unis, Donald Trump s'est attaqué verbalement à la Somalie et à la diaspora vivant aux États-Unis, tenant des propos jugés offensants. Des déclarations qui provoquent une vague d'indignation, notamment dans plusieurs pays africains. Suivons ensemble. Donald Trump relance la polémique lors du forum de Davos, puis à la Maison-Blanche pour marquer le premier anniversaire de son retour au pouvoir. Le président américain a multiplié les attaques contre la Somalie et sa diaspora aux États-Unis. Des propos jugés xénophobes, racistes et en totale rupture avec les codes de la diplomatie internationale. Trump semble être un gangster international qui se moque des normes internationales et diplomatiques. Il commet de nombreuses violations du droit international, ce qui donne l'impression qu'il se moque des normes diplomatiques internationales dans leur ensemble. Donald Trump qualifie les Somaliens de personnes à faible QI et décrit la Somalie comme un pays mal organisé. Une rhétorique qui a provoqué une vague d'indignation dans les rues de Mogadiscio. Je pense que Trump a tort et qu'il doit corriger son comportement et son caractère, en particulier en ce qui concerne ses commentaires sur les questions somaliennes. Il semble souvent erratique et son langage est souvent malsain. Cependant, nous les Somaliens sommes indifférents à ses paroles. Entre provocation et tension diplomatique, une question taraude l'esprit des Somaliens. Jusqu'où ira Donald Trump dans sa guerre verbale contre leur pays? Trump n'est pas une bonne personne et je pense que les Somaliens ont contribué au développement de son pays. Ses propos désobligeants à notre égard finiront par nuire à sa propre nation. Il n'a pas su reconnaître ce que les Somaliens méritent. Et par conséquent, nous ne le respectons plus. J'espère que notre gouvernement réagira de manière appropriée à ces propos. Le 13 janvier, l'administration Trump a annoncé la suppression du statut protégeant les immigrés somaliens contre l'expulsion. Toujours aux États-Unis, Donald Trump affirme avoir défini le cadre d'un accord avec l'OTAN concernant le Groenland avant d'annoncer la suspension de certains droits de douane. Il estime que ce territoire est stratégique pour la sécurité mondiale. Plus de détails dans cet élément. Après plusieurs jours de controverses, Donald Trump a finalement annoncé qu'il n'imposerait pas de droits de douane à 8 pays européens qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Il a invoqué des progrès réalisés lors des discussions avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur le Groenland à Davos. Le président américain a déclaré qu'un accord cadre concernant le territoire danois était en cours de finalisation, ajoutant que cet accord potentiel serait bénéfique pour les États-Unis et tous les membres de l'Alliance. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Trump n'a donné aucun détail sur le contenu de l'accord et n'a pas précisé comment celui-ci affecterait son ambition d'acquérir à terme le Groenland. Les dirigeants danois restent donc prudents. Det at præsidentens ambition jo intakt. Det selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, at vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned.
Men det får jo ikke den her sag til at gå væk. Fordi det bliver udtrykt jo meget klart, at det er bedre at eje end at leje, og at Danmark ikke kan passe på Grønland. Så udfordringen er der jo stadigvæk. En tænkning omkring territorial integritet, som ikke matcher med de institutioner, vi har. Cette campagne de Donald Trump sur le Groenland a creusé le fossé le plus profond entre Washington et ses alliés européens depuis des décennies. Donald Trump a également annoncé son intention de créer un conseil de la paix, une structure présentée comme un outil alternatif de résolution des conflits mondiaux. Pour obtenir un siège permanent, les États devraient verser plus d'$1 milliard. Une initiative qui divise la communauté internationale. Suivons ensemble. Pays ont reçu ce carton d'invitation très sélect envoyé par le président américain pour faire partie du Conseil de la paix. Sa création a été annoncée le 15 janvier dernier pour officiellement assurer la phase 2 du plan de paix entre Israël et le Hamas, et donc pour encadrer la transition politique dans la bande de Gaza. Mais si on regarde les 8 pages de la charte, à aucun moment il n'est question de Gaza. L'enclave n'est même pas mentionnée. En fait, ce conseil est plus global. D'ailleurs, selon l'article 1 de la charte, la mission est regarder de promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et légitime et garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par les conflits. En gros, c'est une nouvelle organisation internationale pour contrer les mécanismes existants, à savoir évidemment l'ONU. Et au sein de ce Conseil de la paix, Donald Trump se pose en arbitre du monde. Oui, en tant que premier président du Conseil de la paix, il s'est arrogé des pouvoirs très étendus. D'abord, il est le seul à pouvoir inviter d'autres chefs d'État et gouvernements à intégrer le Conseil, le seul à pouvoir également révoquer leur adhésion, sauf en cas de veto des 2/3 des États membres. Il a aussi un droit de regard sur tous les votes, donc les décisions sont aussi soumises à son approbation. Il a donc de facto un droit de veto, y compris pour les décisions prises à la majorité des membres. Et c'est le seul à avoir ce privilège, contrairement au Conseil de sécurité de l'ONU où ils sont 5. Toujours selon le texte, c'est encore Donald Trump qui tranche en cas d'égalité des voix. Il gère aussi les fonds et choisit son successeur. D'ailleurs, il ne peut être remplacé qu'en cas de démission volontaire, même après la fin de son mandat, ou en cas d'incapacité constatée à l'unanimité du Conseil exécutif. Un Conseil exécutif composé de 7 personnes, dont 2 membres non américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio, l'émissaire spécial Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, également Mark Rowan, qui est le patron du fonds d'investissement Apollo Global Management, Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, et enfin Robert Gabriel, qui est un conseiller du président américain. Et alors, comment fonctionne concrètement ce Conseil de la paix ? Chaque État membre exerce un mandat d'une durée maximale de 3 ans, un mandat renouvelable uniquement par le président américain. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que si l'État verse en plus une somme en espèces de plus d'$1 milliard au cours de la première année, dans ce cas, le mandat dépasse les 3 ans. Par contre, la charte ne précise pas combien de temps. Ces États seraient donc considérés comme des membres permanents ou des membres fondateurs. Là encore, il y a une différence avec les Nations Unies, où les pays membres participent à hauteur de leur PIB. Là, le ticket d'entrée est le même pour tout le monde, plus d'$1 milliard. Alors, qui a été invité, Cécile ? Alors, la Maison-Blanche n'a pas publié la liste des pays invités, mais de nombreuses capitales ont fait savoir que leurs dirigeants avaient reçu une invitation. Tous les pays, regardez ici, en gris, il y a notamment l'Italie, la Suède, la Finlande, la Grèce, la Pologne, le Brésil, le Paraguay, l'Égypte, la Turquie, l'Inde ou encore la Corée du Sud. Certains ont déjà dit oui, ceux qui sont ici en bleu, comme l'Argentine, la Hongrie, la Biélorussie, Israël, le Maroc ou encore les Émirats arabes unis. Ce soir, vous l'avez dit, le président Trump affirme que son homologue russe a également accepté. D'autres pays s'interrogent justement parce que le président russe serait donc de la partie. Dans un Conseil de la paix, ça fait un petit peu mauvais genre. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Chine. Et puis il y a ceux qui ont dit non, comme la France, la Norvège et la Suède. De son côté, l'Ukraine voit mal y participer à côté donc de la Russie. Et puis il y a ceux qui ont fait savoir qu'ils ne paieraient pas, et c'est le cas. Une dernière actualité pour boucler ce journal. En Nouvelle-Zélande, un glissement de terrain survenu près de Fort Pluie a enseveli une partie d'un camping côtier.
Des campeurs sont piégés et des enfants sont portés disparus. Les opérations de secours se poursuivent. Suivons ensemble. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.